que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un travail que nous avons réalisé et qui est présent sous forme d'un projet. Voici l'architecture devant vous. Notre projet consiste à faire une étude sur l'architecture existante de la faculté. Ensuite, lui proposer une solution adéquate. Cette architecture que vous voyez devant vous est constituée d'un ensemble de suites que vous le voyez, qui sont interconnectées aux différentes PC des différents départements. Il existe plusieurs PC, mais nous avons fait une simulation juste un PC par département. Ensuite, les suites des différents départements sont liées à une suite principale, avec dont la liaison entre les différentes suites est en fibre optique, liée à la distance qui existe entre les différentes suites. Ensuite, nous avons ces routeurs. Ces routeurs jouent le rôle principal dans ces réseaux. Ces routeurs jouent le rôle d'adressage et de routage. Ils jouent aussi le rôle de filtrage des paquets. J'aimerais parler des ACL. Les différentes configurations sur ces routeurs, ils ont mis en place, nous sommes en train de faire l'architecture existante, ils ont mis en place le protocole DHCP pour l'adressage des différentes périphériques. Et ils ont aussi mis en place le protocole PAD pour la translation en utilisant le numéro de port. Le routeur de notre institution est connecté à un fournisseur d'accès à Internet qui est ACCK, qui est un fournisseur d'accès Internet aux différentes institutions. J'aimerais parler des différentes instituts des facultés en Tunisie. Cette architecture est une architecture que vous voyez non sécurisée et nous avons plusieurs problèmes parmi lesquels que nous allons énumérer ici les différents problèmes. Tout d'abord, il faut savoir que cette architecture est une architecture horizontale, c'est-à-dire une architecture qui n'a aucun niveau de sécurité. Et cette architecture n'est pas une architecture en couches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une duplication. Nous avons trois principales couches, à savoir les couches d'accès, couche de distribution et couche corps. Ici, cette architecture ne respecte pas les différentes couches. Et ce qui fait qu'en cas de manque, par exemple, si on parle de l'architecture en couche, on veut parler de la redondance. Et en cas d'un panne, et ce qui il y a manque de redondance, c'est-à-dire duplication, tel que un appareil switch ou routeur, dans ce cas de niveau 3. Et lorsqu'un appareil tombe en panne, par exemple, si cet appareil tombe en panne, tous les départements physiques n'auront pas la connexion. Cet appareil tombe en panne, tous les différents PC des différents départements n'auront pas la connexion. Et ce qui est grave. En plus, l'architecture n'est pas divisée en VLAN, c'est juste divisé en départements. Nous avons aussi le problème qui est des bandes passantes et la tempête de division. J'aimerais parler de consommation des ressources. Imaginez encore si les suites principales tombent en panne, tous les différents départements n'auront pas l'accès à Internet, ce qui est vraiment un souci pour un administrateur réseau et aux différents services. En plus, l'architecture que vous voyez n'a pas un outil de sécurité. Qui permet la supervision des réseaux et qui pourrait être un casse-tête pour l'administrateur ou technicien réseau en cas d'un panne d'un équipement d'où on ne connaît pas l'endroit exact. Par exemple, le problème de connexion, le problème de panne d'un périphérique, et l'administrateur va prendre son temps pour aller où se trouve le salle de serveur, le salle de switch, pour voir les réseaux, quel câble est défectueux, ce qui coûte vraiment des ennuis, dit au manque d'un outil de sécurité. De nos jours, les réseaux sont devenus grands. Au moins, il doit avoir un outil de sécurité qui peut permettre, en cas de panne, l'endroit exact de panne afin de résoudre le problème, puisque Internet et la connexion jouent un rôle primordial pour les services d'aujourd'hui. Et en plus, vous voyez les différents équipements que nous avons utilisés. Il s'agit des switches 2400 et switch 2400. Les suites 960-24, mais dans notre cas réel, il s'agit des suites 2424 avec des interfaces fibre optique et des interfaces giga. Un routeur système 1800 en fibre optique et qui supporte des gigas. Voici l'architecture qu'ils ont fait, et cette architecture, nous avons dit qu'il ne respecte pas le niveau de sécurité. Nous allons tester, nous avons fait la simulation à l'internet. Ici, nous avons mis l'adresse de Google pour faire la simulation afin de pinguer l'architecture doit marcher correctement. Nous avons mis aussi le protocole DHCP pour l'adressage et nous avons aussi mis le path
par la translation par port. Voici ici, nous allons venir, nous allons tester l'adresse de Google. Voici, le ping marche correctement. Ensuite, nous allons s'identifier au niveau du routeur pour voir les différentes configurations que nous avons fait. Nous allons venir sur le fichier de configuration. Nous avons configuré les différentes. Nous avons fait des configurations basiques en termes de la sécurité. Vous voyez ici sécurité neighborhood. Et ensuite, nous avons mis en place le protocole DHCP pour l'adressage. Et nous avons aussi mis en place le NAT. Maintenant, nous allons vérifier le protocole DHCP que nous avons mis en place pour que vous voyez ces services fonctionnent normalement. Nous allons voir quelles sont les adresses qui ont été attribuées aux différentes périphériques. J'aimerais parler des PC. Vous voyez les différentes adresses qui ont été attribuées. Ensuite, nous allons voir maintenant la translation par port. Est-ce que ça fonctionne? Voici la translation par port aussi, ça fonctionne normalement lorsque c'est-à-dire il permet pour que les différentes adresses privées ne soient pas vues dehors de l'internet. Et en même temps, cette technique a été inventée pour économiser les adresses avant l'arrivée des IPv6. Vous avez vu le problème de l'architecture, il y a le problème de redondance, il y a le problème de sécurité. Ici en même temps, la sécurité au niveau D n'est pas configurée. Vous voyez, c'est le suite principal de rampant, tout le réseau ne fonctionne pas. Et donc, nous aimerions proposer une nouvelle architecture et une nouvelle configuration que vous allez. Voici la nouvelle architecture que nous avons proposée. Il s'agit d'une architecture en couche. Il s'agit d'une architecture en couche accès, couche distribution et couche car. Et au niveau des couches distribution, il a le rôle ici, nous avons l'adressage et le routage. Au niveau des couches car, il permet d'augmenter la bande passante. La nouvelle architecture est composée de 8 switches, de niveau D, configurable de marque Cisco, vous le voyez, configurable de marque Cisco, 24 ports, Ethernet et info rapide optique. Au niveau des couches distribution, nous avons des switches de niveau 3, de marque 6500 24 ports, des ports en giga et qui supportent des fibres optiques. Nous avons aussi au niveau des couches cœur des switches de niveau 3 de marque Cisco qui a la même fonctionnalité des switches de couches distribution. Ici, il s'agit d'un outil de sécurité. Parce que comme vous le savez très bien, de nos jours, la notion de sécurité est tellement importante. Nous avons réfléchi à mettre en place un outil de sécurité qui est Fortinet, produit par des Fortinet qui joue le rôle de routeur parfait qui a plusieurs fonctionnalités parmi lesquelles il permet le filtrage d'adresses IP, de web, de VPN et d'autres fonctionnalités importantes. Cet outil de sécurité permet de faire le monitoring et de supervision sur le réseau de l'institut et savoir le problème à l'endroit exact et lui apporter une solution immédiate pour le bon fonctionnement du réseau de notre institut. J'aimerais parler de notre routeur. Cet routeur Fortinet doit être géré par l'administrateur de notre institution, non pas le fournisseur d'accès CCK. Avant, le réseau de la faculté est géré par le fournisseur de CCK. Il est important que les techniciens gèrent le problème interne et apportent des solutions. Comme vous le voyez, notre architecture est redondante et respecte aux normes internationales de sécurité. Cette architecture physique est fiable et adéquate pour notre institution. Il est aussi important de réfléchir sur la partie logique. J'aimerais parler de la configuration interne, comment les données doivent circuler au sein de notre réseau. Il est tellement important la partie software. Par rapport à l'architecture précédente, nous avons une configuration améliorée et sécurisée au niveau de chaque couche. Au niveau des couches d'accès, nous avons réfléchi à mettre en place la configuration suivante. Nous allons mettre des VLAN pour la sécurité, pour un découpage logique. Avant, il est découpé en départements. Nous avons ajouté aussi des VLAN pour faire un découpement logique. En même temps, ça nous permet de réduire la tempête de diffusion pour éviter la consommation de ressources telles que la bande passante. Nous avons aussi mis le protocole Span Tree pour éviter le beaucoup. Et en plus, nous avons fait une configuration des paramètres basiques. Au niveau des couches de distribution, nous avons réfléchi
à mettre en place une configuration robuste, à savoir la configuration protocole HSRP pour maintenir la passerelle des différents PC et leur permettre d'accès à l'Internet en cas dépendant de l'un des switches, puisque nous avons fait une configuration HSRP qui permet de maintenir la passerelle en cas de l'un des switches tombant en panne. L'autre switch peut fonctionner, donner des adresses IP. Il permet aussi de faire des routages et pour que les différents PC des différents départements aient toujours l'accès à l'Internet. Au niveau des couches corps, nous avons des commutateurs de niveau 3 pour augmenter la bande passante. Nous avons utilisé la technologie Ethernet et au niveau, ici il s'agit de FortiGate que nous allons faire. Ici, c'est un outil à part, nous allons faire une autre vidéo pour faire aussi la configuration de FortiGate. Maintenant, nous allons passer aux différents tests puisqu'il faut s'assurer que notre routeur fonctionne, notre réseau fonctionne correctement. Nous avons simulé l'Internet avec l'adresse de Google 88 au niveau du CCK puisque notre fournisseur d'accès Internet CCK qui nous permet d'accès à l'Internet. Nous allons venir sur cette PC, un PC au hasard, nous allons venir ici, nous allons tester l'adresse de Google pour avoir l'accès à l'Internet. Voici, prêt maintenant branché, en tout cas ça marche correctement. Nous allons encore tester. Voici le pays marche correctement, les 4 paquets sont envoyés, les 4 0%. Ensuite, nous allons venir vérifier au niveau des différents commutateurs, les différentes configurations que nous avons faites. Avant tout, il faut voir le fichier de configuration. Pour voir le fichier de configuration, nous allons faire les paramètres basiques. Il faut donc s'authentifier. Ensuite, vous allez voir le fichier de configuration. Nous allons donné le nom, nous allons faire la sécurité en mode enable. En même temps, nous allons mettre en place le protocole HSP pour connexion à distance privilégié. Ensuite nous avons configuré la sécurité au niveau de l'adresse MAC. Voici la sécurité du port. Nous avons choisi mode sticky. Nous avons aussi mis en place spanning tree. Vous allez voir ici, nous avons choisi le mode spanning tree avec rapide et nous avons configuré les différents paramètres aussi. Maintenant, nous allons vérifier au niveau de cette switch avec des commandes qui permettent de nous montrer ce que nous avons fait. Nous allons voir la sécurité des ports. Voici la sécurité des ports. Ici, il s'agit de VLAN que nous avons configuré. Le mode, nous avons l'IST qui c'est l'interface 10. Donc, ça marche correctement. Nous allons maintenant traiter à afficher spanning tree. Nous allons voir la connexion spanning tree. Sonnerie. Voici les différents paramètres que nous avons mis. Le mode est rapide, ça fonctionne correctement. Ici, enable, c'est que nous avons mis en place. Et ici, les paramètres que vous voyez ici, on ne les a pas encore configurés. Et voici les différentes VLAN qui se trouvent au niveau de cette switch. Ensuite, nous allons vérifier l'authentification comme je vous ai dit. Ici, les paramètres basiques. Par exemple, ici, vous avez besoin de taper le mot de passe. Ensuite, taper le mot de passe pour s'authentifier. Donc, les paramètres sont aussi normal en ce niveau. Nous avons configuré au niveau des couches accès comme je vous ai dit. Nous avons configuré la sécurité des ports VLAN et spanning tree. Maintenant, nous allons passer au niveau de distribution. Nous avons mis en place le protocole DHCP. Vous allez voir les différentes configurations que nous allons faire dans le fichier de configuration. Voici les différentes configurations que nous avons mis dans le fichier de configuration. Il s'agit du DHCP que nous avons mis en place et nous avons mis en place le protocole HSRP pour maintenir la passerelle par défaut et pour que les différents PC aient toujours accès à l'internet. Nous allons maintenant vérifier notre service DHCP, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Pour bind, voici notre service DHCP fonctionne normalement. Voici les différentes adresses IP que les différents PC ont reçues. Ça c'est l'adresse IP, ça c'est l'adresse MAC des différents PC et ça durée d'expiration n'a pas mis et elle a appris automatiquement. Maintenant, on va passer au protocole HRP que nous avons mis en place. Ici, voici, nous allons passer au protocole HRP que nous avons mis en place.
Nous allons venir vérifier. Nous allons venir vérifier au niveau d'ici avec la commande sur standby brief. Voici, nous avons mis le protocole HSRP. Par exemple, cette routeur, nous avons augmenté la priorité pour qu'il soit actif, et cette routeur de l'autre côté, c'est-à-dire celui-là, c'est commutateur de niveau 3 avec cette adresse A3, il est standby, c'est-à-dire il est en mode d'attente là, c'est que ce commutateur de niveau 3 tombe en panne, ce commutateur de niveau 3 doit automatiquement fonctionner des modes standby en mode actif. Voici l'adresse IP virtuelle. Il faut savoir que tous les PC ont l'adresse IP virtuelle, puisque l'adresse IP virtuelle qui leur permet de sortir de l'internet. Maintenant nous allons venir sur cette vous allez voir ici les messages de standby. Nous allons venir sur cette vous allez venir sur cette commutateur. Vous allez voir maintenant ici son priorité c'est 120. Lui il est standby, lui il est son état en standby, et celui-ci là est en état actif. Vous voyez, c'est-à-dire l'adresse de celui-là 2, c'est-à-dire ce commutateur là il est en actif, et ça c'est l'adresse IP virtuelle. Il faut savoir que tous les PC de réseau auront l'adresse IP virtuelle, tel que celui-là par exemple. Si on vient vérifier, il a l'adresse IP virtuelle qui est .1, et c'est l'adresse IP virtuelle que vous le voyez pour cette .1. Par exemple, si ce commutateur de niveau 3 tombe en panne, maintenant tous les PC ont l'adresse IP. Par exemple, on essaie de demander des HTTP, ils reçoivent l'adresse IP d'une façon normale. Lorsque ce commutateur, nous allons fermer les différentes portes de ce commutateur pour dire que ce commutateur est tombé en panne, et nous allons essayer de voir est-ce que les différents PC vont toujours recevoir de l'adresse IP. Nous allons partir range, nous allons partir force interface de 0 jusqu'à 8. Nous allons faire chat. Voici les différentes interfaces, nous les avons fermées. Voici, on dirait que c'est switch de niveau 3 est tombé en panne. C'est switch de niveau 3 lorsqu'il existe seulement un seul commutateur de niveau 3 qui la permet de sortir de l'internet. Si ce commutateur tombe en panne, tous les PC de ce niveau d'accès n'auront pas l'accès à l'internet, et ce qui est grave et aussi un souci pour l'administrateur réseau ou technicien qui gère ces réseaux. Maintenant, lorsqu'on essaie de venir ici, par exemple, si réellement avant ces communicateurs tombent en panne, les PC ne vont pas avoir les adresses IP, mais avec la technologie HSRP, on peut toujours avoir l'adresse IP, et avec la redondance. Donc les différents PC auront toujours l'accès à l'internet et pourront toujours se connecter, et peuvent avoir l'adresse ce routeur leur permet de donner l'adresse IP. Il permet aussi d'assurer le routage. Et maintenant, lorsque on vient sur cette commutateur, vous voyez les différents messages qui envoient ici. Nous allons maintenant voir le span try. Maintenant il va devenir actif et on n'aura pas un standby. Maintenant vous voyez que cette routeur est devenu actif, et on n'aura pas un standby parce qu'on a un seul switch. Il y a une switch de niveau 3, l'autre est tombé à l'adresse IP virtuelle. Ça va rester comme celle-ci, rien n'a été changé. Nous allons maintenant venir pour no shutdown. Ensuite nous allons venir faire fast. Ok, ça passe. Et lorsque nous on vient maintenant ici, vous allez voir les messages des standby ont été envoyés. Donc les messages des standby ont été envoyés pour cet commutateur de niveau 3. Et lorsqu'on essaie de vérifier maintenant, il va être à l'estage standby. Vous voyez maintenant, lui il est à l'état de standby. Et ce qui est tellement important, et cette technologie HSRP est utilisée dans les grandes entreprises. Maintenant nous allons aussi vérifier la technologie internationale qui se trouve au niveau de couche cœur.
Nous allons venir ici au niveau des couches car nous avons mis la technologie Ethernet Channel pour booster, c'est-à-dire pour augmenter le débit. Nous allons vérifier cette technologie Ethernet Channel qui se trouve à ce niveau. Avant tout, il faut voir les fichiers de configuration que nous avons fait. Voici les fichiers de configuration. Nous avons donné les adresses IP, nous avons configuré le routage. Et nous avons, voici ici, nous avons configuré la technologie Ethernet Channel qui est ici. Nous avons utilisé le mode Desirable et la translateur passif pour que la liaison Ethernet Channel soit établie. Maintenant, nous allons venir ici vérifier avec la commande show Ethernet Channel. Nous allons vérifier show Ethernet Channel summary. Vous allez voir ici, il existe des types de modes, il existe des types de protocoles Ethernet Channel. Ici, nous avons utilisé ce qui appartient à Cisco, qui est par rapport sur les deux interfaces Giga 01 et Giga 02. Et si on vient ici aussi, on vérifie sur cette commutateur dans le fichier de configuration que vous allez voir que nous avons fait. Maintenant, voici ici, c'est mode auto. Mode auto, et là-bas, c'est mode désirable de former une liaison. Donc, si on vérifie Ethernet Channel summary, vous allez voir la liaison a été formée sans problème. Et maintenant, nous allons vérifier, par exemple, nous avons aussi mis le protocole NAT qui permet, nous avons ici PAT pour qu'il ait la translation. Par exemple, lorsqu'on essaie de ping l'adresse de Google à partir d'ici, il y aura la translation puisque les adresses privées ne seront pas visibles depuis l'internet. En même temps, cette technique permet d'économiser les adresses IP avant l'arrivée de l'adresse IPv6. Vous allez voir ici 300 parties. Il faut que tous les 4 paquets soient réussis. Nous avons envoyé 4 paquets, tous les 4 paquets sont réussis, le taux d'échec est de 0%. Nous allons venir ici voir. Nous allons venir ici voir. Nous allons s'authentifier puisque ici même là j'ai mis. Ici nous allons faire show implement translation. Vous allez voir la translation ici, ça fonctionne sans problème. Nous avons indiqué translation en utilisant le niveau du port. Vous allez voir 1, 2, 3, 4, c'est le niveau du port qu'il avait utilisé. Et voici notre nouvelle architecture que nous avons formée. Nous avons utilisé, il s'agit d'une architecture en couche. Il existe, respecte aux normes internationales des architectures en architecture couche, distribution et couche 4. Nous avons aussi configuré nous avons aussi configuré dans la partie software une configuration améliorée de la configuration précédente qui n'a aucune redondance. Nous avons mis en place la partie couche d'accès, nous avons mis la sécurité des ports, nous avons mis les VLAN, nous avons mis aussi la tempête d'émission. Ici, nous avons configuré le protocole HSRP qui permet de maintenir toujours la passerelle en panne, la passerelle par défaut, pour que tous ces PC aient accès à l'internet lorsqu'il y a des périphériques de niveau 3 et switch du niveau 3 tombent en panne. Nous avons aussi mis en place ici la technologie Ethernet pour booster la bande passante dans le couche cœur. Et cette partie, il s'agit de la partie FortiGate. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler d'un outil le plus utilisé dans le domaine de l'informatique pour faire la sécurité. Nous allons parler d'un outil de sécurité le plus utilisé, le plus efficace que nous allons mettre en place. Il s'agit des FortiGate qui est produit par des Fortinet utilisés dans le domaine de l'informatique, dans la sécurité de l'informatique. Cet outil a plusieurs fonctionnalités. Il a le rôle de contrôle d'application, de contrôle des points d'accès Wi-Fi, du VPN et IP6. Il permet aussi d'optimiser les WAN et il est aussi anti-spawn. Il permet de faire le routage puisque c'est un routeur parfait et plusieurs d'autres fonctionnalités. Nous avons dit que l'autre fois nous allons faire une vidéo à part puisque FortiGate c'est un outil à part. Nous avons fait notre architecture sur le paramétrisant, ensuite nous avons simulé. Maintenant nous allons faire FortiGate. Pour mettre en place FortiGate, il faut venir sur l'internet, créer un compte FortiCloud. Vous allez télécharger le VN FortiGate. Ensuite vous allez mettre en place, vous allez créer un compte
Si moi j'ai déjà un compte, je vais partir. Si vous n'avez pas un compte, vous allez créer. Ensuite, vous allez essayer de se loguer sur cette plateforme afin de trouver tous les produits nécessaires de FortiGate, de Fortinet. Voici mon compte que j'ai créé. Maintenant, je vais venir sur le support. Je vais choisir VN Image puisque je vais mettre une machine virtuelle sur un outil de virtualisation afin de simuler l'Internet. Voici les différentes versions de cloud, de VN FortiGate. Voici les différentes plateformes qui supportent plusieurs plateformes. AliCloud, AMR, Azure, Google, VPN, plusieurs. Nous allons mettre sur VMwareX, notre produit. Vous allez venir ici en même temps choisir l'outil, la version dont vous avez besoin. Nous sommes dans la dernière version et la version .7.1. Ensuite, essayez de télécharger et apporter sur une machine virtuelle et afin de mettre en place dans un outil de virtualisation. Nous allons maintenant venir ici. J'ai déjà téléchargé. Si vous voulez, vous allez les télécharger. Venir sur VMworkstation. J'ai déjà mon VMworkstation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Et ensuite, essayez de mettre en place avec cet outil de virtualisation. Avec cet outil de virtualisation, voici le VM que j'ai téléchargé. C'est là je vais les supprimer parce que je ne vais pas les utiliser. Nous allons mettre en place une nouvelle VM que vous allez voir ensemble. Dans notre cas, nous allons utiliser un VMworkstation. Par la suite, nous allons importer. Pour importer, il faut venir ici, venir sur Open. Ensuite, j'ai téléchargé, j'ai mis dans mon vidéo, j'ai mis dans Alpha, j'ai mis VM. Voici. Ici, je vais prendre VM FortiGate. Je vais essayer d'allumer. Ça va prendre quelques secondes. Il faut accepter les termes de licence. Ensuite, il faut importer. Ça prend quelques secondes. Voici mon VM FortiGate a été importé sur l'outil de virtualisation qu'il supporte. Il ne supporte pas VirtualBox, il supporte seulement certains outils de virtualisation tels que VMware et des outils dont vous avez vu. Ensuite, nous allons essayer de faire les configurations nécessaires pour accès par l'interface web. Et nous allons démarrer pour faire les différentes configurations. Voici l'outil VM FortiGate, le VM FortiGate. Ça va prendre un peu de temps pour s'allumer. Toutes les choses fonctionnent normalement. Il faut aussi savoir que par défaut, nous allons utiliser les comptes admin avec un mot de passe vite pour essayer d'entrer dans les différents paramètres et configurer afin d'avoir accès à l'interface web. Voici notre VM FortiGate, il demande un mot de passe. Le mot de passe de FortiGate, ils ont mis un mot de passe par défaut, un compte par défaut qui est le compte, admin que nous allons utiliser. Le mot de passe pour la première fois, lorsque vous installez, vous importez dans votre outil de virtualisation, le mot de passe n'existe pas s'il s'agit de l'interface vite. Nous allons maintenant configurer l'interface port. Il existe plusieurs types de configuration, mais nous allons configurer le port en utilisant les commandes nécessaires pour avoir l'accès à l'interface web. Pour configurer, il faut utiliser le commande config. Ensuite, il s'agit des systèmes. Lorsque vous ne connaissez pas, il faut taper ici pour voir les différentes commandes. Mais dans notre cas, nous allons essayer d'étudier les interfaces puisque nous voulons avoir l'accès à l'interface. Utilisant l'adresse IP pour avoir l'accès. Utiliser l'adresse IP pour avoir l'accès web. Ensuite, nous allons éditer le port. Il existe le port 1. Après avoir édité le port 1, nous voulons mettre
nous voulons configurer une adresse d'une façon statique pour mettre le mode de configuration, c'est tellement important, c'est-à-dire statique, nous allons mettre l'adresse IP de cette de seconde. Nous allons essayer de mettre l'adresse IP, cette IP. Je vais mettre le masque. Ensuite, maintenant nous allons permettre de dire que nous voulons avoir l'accès via web. La commande la web. Nous allons autoriser le ping. Ensuite le protocole HTTP et HTTP. Voici. Nous allons autoriser Internet pour l'accès sécurisé en tout cas. Et c'est ça pour l'accès sécurisé. Après avoir configuré, nous allons faire la commande next, essayer de sortir de cette interface. Nous allons essayer de pinguer sur l'adresse du routeur puisque je suis en train d'utiliser mon routeur de la maison. Pour faire, il faut retirer la commande visite. Essayer de pinguer sur l'adresse de mon routeur qui est une passerelle. Donc, vous connaissez très bien le commande marche effectivement, c'est-à-dire on peut utiliser l'interface web pour avoir l'accès. Nous allons changer aussi le mot de passe puisque le mot de passe que vous avez vu par défaut il n'est pas sécurisé, il ne faut pas laisser. Nous allons changer le mot de passe par défaut. Pour changer le mot de passe, il faut venir toujours sur configure système. Ensuite, essayer de lire si c'est les paramètres admin que nous sommes en train de configurer. Ensuite, nous allons dire que nous allons éditer notre admin. Nous allons dire que nous allons éditer notre admin. Ensuite, nous allons mettre 7 qui signifie on veut changer les paramètres. Je vais dire le mot de passe. Je vais essayer de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et étoile dessus. Maintenant, je vais essayer de sortir. Quand je sors, il va me demander le mot de passe. Je vais essayer d'écrire le mot de passe. Le compte admin, je ne vais pas changer. Et le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voici, nous avons changé les paramètres, les différents paramètres. Maintenant, nous allons essayer d'avoir l'accès vers le web. Nous allons venir ici sur l'interface web. Essayer d'utiliser l'adresse de notre outil FortiGate. Voici, ici, nous avons l'interface web de FortiGate. Et comme vous le voyez là-bas, nous allons utiliser le compte admin et le mot de passe. Et ensuite, nous allons essayer d'avoir accès à notre outil FortiGate. Nous allons essayer d'avoir accès à notre outil FortiGate. Voici l'accès de notre outil FortiGate. Il est comporté de 3 interfaces. Ici, la partie dashboard. La partie dashboard comporte les différents services à configurer. Et l'autre partie ici comporte les différentes informations concernant le système. Et cette partie concerne les informations telles que les licences. Et cette partie concerne les informations telles que les dates d'expiration et le RAM. Et le RAM, la partie licence comporte les différentes fonctionnalités qu'on doit mettre en place pour que sans les licences, c'est-à-dire FortiCloud ici ne fonctionne pas, tel que le filtrage aussi ne fonctionne pas. Tous ces services qui l'ont cité, c'est la partie licence avec besoin de licence pour fonctionner. Et la partie virtual machine, comme vous le voyez, ils ont indiqué le CPI. Et en même temps, ils ont indiqué la date d'expiration et le RAM nécessaire. Maintenant, ici, on a seulement un 16 Go, puisque c'est un type d'essai. Et ça va prendre seulement 14 jours pour expirer. Ça va prendre 14 jours pour expirer. Maintenant, la partie dashboard, nous allons vous montrer cette partie. La partie sécurité fabrique, cette partie concerne les différentes. Alors, si vous mettez en place une topologie, vous allez voir la topologie. Vous faites une configuration. Lorsque vous avez une architecture comme la nôtre, vous faites une configuration. Après, vous allez venir ici, vous allez voir la topologie physique. Ensuite, vous allez voir la topologie aussi logique. La topologie logique, comment les données circulent au sein de cette réseau. La partie network, c'est tellement important ici. Vous allez configurer, vous allez faire les différentes configurations des interfaces des services DNS. Voici ici les services DNS qui sont venus par défaut. Vous pouvez les changer sans problème. Vous pouvez mettre le service DNS tel que celui de Google Premier,
le 888 et ensuite le 884 secondaire. En même temps, vous allez utiliser le nom de domaine si vous voulez. Et ici, nous allons aussi les différents protocoles. Les différents protocoles de routage, tels que RIP et OSPF, c'est un protocole de routage interne, BGP, protocole de routage externe. Ensuite, nous allons la partie système, les informations sur les systèmes tels que l'administrateur, le certificat, ensuite les fonctionnalités de visibilité. Alors ici, tous les outils ne sont pas visibles. Lorsque vous allez venir ici, vous allez essayer par exemple d'ajouter un outil, dire que cet outil est visible, comme ça va apparaître dans les paramètres de visibilité. Vous allez faire les différentes configurations Ensuite, nous avons la partie log. C'est tellement important cette partie pour voir tout ce qui se passe dans son réseau, tel que ce qui se produit ou pour bien comprendre le trafic. Vous allez voir ici tout ce qui se produit lorsque le trafic se passe sur le réseau. Vous allez voir ici, vous allez taper ici, vous allez voir tout ce qui se passe sur le réseau. Et ici la partie monitoring, il est très important. On fait la partie monitoring pour utiliser et superviser les services tels que le routage, le HTTP, VPN, Wi-Fi en utilisant le pare-feu et d'autres services. Cet outil est tellement important, c'est que nous allons essayer de configurer les différents paramètres que nous allons essayer de mettre en place. Nous allons essayer de configurer dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous avons pu télécharger FortiGate dans plateforme, il faut partir dans FortiCloud, ensuite télécharger, créer un compte, ensuite essayer de se connecter et télécharger. Nous avons fait les configurations nécessaires via interface web. Et enfin, nous allons parler des différentes fonctionnalités. Si vous voulez voir les différentes configurations que nous avons fait, venez sur l'interface. Voici les différentes interfaces. Voici l'interface 1 que nous avons configurée et les services que nous avons dit accès sur Internet. Et dans Internet, dans les prochaines vidéos, nous allons faire les configurations telles que le service DHCP. Nous allons mettre DHCP en place. Nous allons venir sur l'un de ses parents. Nous allons essayer de configurer le service DHCP. Ensuite, nous allons mettre en place le route statique. Et nous allons essayer aussi de mettre dans les prochaines vidéos les politiques de sécurité, telles qu'avoir l'accès à l'internet. Et nous allons aussi mettre le NAT. Nous allons faire un test sur l'internet. Sur ces vidéos, nous avons téléchargé et configuré les différents paramètres nécessaires. Nous avons changé le mot de passe de l'administrateur. Nous avons autorisé accès via cet service. Et nous avons fait des pings, tout ça marche bien. Nous avons essayé d'avoir accès via l'interface. Voici l'information. Ici, les informations nous avons échangé. Ici, ça c'est le nom, le numéro de série, les firmes, le mode de transmission. Il est extrêmement transparent. Donc, le FortiGate agit comme un routeur. Ici, le numéro du système. On n'a pas une adresse mail, on est en train d'utiliser un local. Ici, le produit qui fonctionne en licence. Ici, c'est la date d'expiration qui va porter seulement 14 jours. J'espère que vous avez compris. Et dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de mettre en place le serveur DHCP, le route statique, le politique de NAT, une possibilité d'accès internet afin de faire des taxes. Et lorsque vous voulez sortir, vous allez venir sur l'admin. Si vous voulez changer le mot de passe ici, les configurations. Mais lorsque vous voulez avoir l'interface, par exemple, on lit les commandes ici. Si vous allez utiliser les différentes commandes nécessaires, par exemple, tel que le show, je mets un point d'interrogation, il va vous donner les différentes commandes que vous voulez ici. Vous pouvez utiliser l'interface CID ici, ou vous pouvez partir sur l'outil, venir ici sur VPN et utiliser directement. Ça revient toujours à la même chose. Et donc, il est bon, préférable d'utiliser à partir d'ici. Voici les informations telles que le CPU, toutes ces informations. Donc, FortiGate c'est un outil par excellence et de sécurité. Il est aussi nommé premier cette année, donc c'est un outil par excellence. Il a une interface
tellement facile à gérer. Et dans les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, nous allons mettre les différentes fonctionnalités de FortiGate et nous allons faire des tests sur l'internet. Mettre en place des fonctionnalités telles que le DHCP, le réseau statique, NAT et la politique de sécurité pour avoir l'accès à l'internet. Nous allons configurer le VM. Vous allez voir ici sur le VM FortiGate que nous allons utiliser. Et comme nous allons configurer les services DHCP, nous allons besoin d'une autre machine qui va agir comme un client DHCP. Pour cette raison à laquelle nous avons ici en place un VM Windows qui va agir sous forme de client. Voici les différents paramètres de configuration de notre machine VM. On avait RAM de 6 Go. Ensuite la carte des décibels. Ça c'est les différentes caractéristiques, les différentes configurations que nous avons fait au niveau des machines virtuelles Windows. En même temps, si vous voulez voir la machine, voici les différentes configurations aussi de notre machine VM FortiGate. Maintenant, nous allons venir ici. Comme vous le voyez, nous avons déjà démarré notre machine VM. Ensuite, nous allons mettre en place le service DHCP. Maintenant, nous allons venir mettre le service DHCP. Pour mettre le service DHCP, il n'est pas compliqué. Il faut venir la partie network, ensuite venir sur la partie interface. Essayez de choisir l'interface dans laquelle vous voulez les configurer. Nous allons choisir cette interface et nous allons dire éditer. Ensuite, nous allons essayer de donner l'adresse IP. Nous allons dire CLAN. Ensuite, nous allons donner un nom d'ALIA. Vous allez donner réseau local, quel que soit ce que vous voulez, réseau local 1 ou 2. Ici, en même temps, essayez de choisir le rôle. Il s'agit de LAN, de WAN ou de MZ. Dans notre cas, il s'agit de LAN. Nous allons essayer de configuration d'une manuelle, puisque nous sommes en train de mettre un serveur DHCP de façon manuelle. Donc, nous allons prendre ça. Passer les adresses. Et en même temps, nous allons essayer de mettre la passerelle par défaut. Nous allons choisir l'accès administratif. Nous allons prendre HTTPS. Nous allons dire le PIN ça va fonctionner. Nous allons dire SSH ça va fonctionner. Et en même temps, ici, ça c'est les différents outils. Si vous voulez l'activer selon votre fonctionnalité, nous allons dire le serveur DHCP doit fonctionner. Absolument, vous voyez ici ça commence à partir de 2, ça finit. Et ici ça permet de détecter l'appareil d'une façon automatique. Et ici lorsque vous voulez vous allez commenter. Ici c'est d'autres choses. Ici si vous voulez vous allez les commenter, mais nous on ne peut pas, donc on va dire que on va cliquer OK. Ceci permettra de créer notre adresse à un serveur DHCP. Voici les différents paramètres que nous avons configurés. Maintenant, nous allons essayer de mettre en place un serveur DNS. Dans notre cas, nous allons utiliser celui de Google. Voici ici, ça c'est les caractéristiques de l'avant. Lorsque vous mettez en place votre outil FortiGate, ici le DNS primaire, son adresse c'est ça, et le DNS secondaire c'est ça. Pour changer, soit vous allez faire en ligne de commande que vous allez venir ici, soit vous allez faire en ligne de commande que vous allez venir ici. Et lorsque vous venez ici, vous allez essayer de configurer les différentes parties. Vous allez essayer de mettre en place. Et dans ces cas, vous allez dire ici il existe primaire. Vous allez mettre celui de Google, l'adresse primaire de Google. Et ensuite, vous allez mettre celui de l'adresse secondaire de Google, qu'on va utiliser 8844. Et ensuite, vous allez essayer de sortir avec Next. Nous allons essayer de sortir avec Next. Maintenant, si on ferme l'interface, on va essayer de rafraîchir notre CLI. Lorsqu'on vient, on va essayer d'avoir l'adresse DNS de Google que nous avons configuré. Soit vous allez configurer en ligne de commande, soit vous allez mettre en place avec la façon graphique, ça dépend de vous. Nous allons configurer l'interface DHCP. Maintenant, nous allons mettre en place le route statique. Pour mettre en place le route statique, on va venir ici. Ici, par exemple, on va, comme on l'avait déjà mis en place, on va l'éditer seulement pour que vous voyez. Voici l'adresse 00. Ici, c'est le gateway. Ici, c'est le power one que vous allez choisir.
Dans notre cas, ça c'est l'adresse distance administrative. Par défaut, si vous voulez, vous allez commenter route, soit disant route statique, juste pour écrire son nom. Ensuite, ça doit être enable pour que ça fonctionne. Vous allez mettre OK. Voici notre route statique que nous avons édité. Par la suite, nous avons configuré la route statique. Maintenant, nous allons mettre une politique de sécurité. Pour mettre une politique de sécurité, il est tellement important. Donc il faut venir la partie, nous allons finir avec la partie network que nous avons créé l'interface DHCP, DNS et route statique. Maintenant, nous allons venir mettre une politique de sécurité qui permet les différents périphériques d'avoir l'accès à Internet. Pour mettre une politique de sécurité, il faut venir sur la partie IPv4. Voilà, ici, il faut venir sur la partie Create. Ensuite, lorsque vous venez sur la partie politique Create, il faut choisir un nom, par exemple. Il faut dire l'accès à Internet ou quoi. C'est-à-dire, il permet toutes les périphériques d'accès à Internet. Ensuite, il faut choisir l'interface dont le trafic viendra. C'est l'interface D, il va sortir d'eau. Ça, c'est l'interface locale que le trafic viendra. Et ici, l'interface 1, c'est-à-dire le trafic va sortir. Et ici, essayer de prendre la source. Dans notre cas, nous allons choisir, nous allons dire all, vous allez prendre par utilisateur ou par l'appareil selon votre utilité, selon votre besoin que vous avez besoin, nous allons prendre. Ici, destination aussi, il existe selon les interfaces et les services, nous allons dire all. Ici, par exemple, l'ère dont ces services vont fonctionner, dans notre cas, c'est-à-dire 24/7 que cet outil fonctionne, les services. Nous allons pas essayer de prendre les services, c'est-à-dire le protocole qu'il doit utiliser, nous allons dire all. Ici maintenant, vous allez accepter ou deny, c'est-à-dire deny, il va refuser le trafic, accepter ou il va seulement apprendre, il va seulement apprendre afin de laisser les informations dans le fichier de log lorsque vous partez. Ici, deny, il va refuser, accepte, dans notre cas, accepte. Après, ici, c'est accepte, voici la partie note que nous aimerions configurer, il faut mettre note pour qu'il aille la transaction. Ensuite, ici, il faut le clocher parce qu'il va laisser les événements au niveau du fichier de log pour savoir tout ce qui se passe exactement. Ici, par exemple, si vous voulez mettre en place, il faut mettre un commentaire, accès à Internet à tout le monde. À tout, par exemple, à all, c'est bien. Donc, vous allez venir enregistrer ici. Après avoir enregistré, nous avons créé une politique de sécurité. Maintenant, nous avons déjà mis l'accès à Internet, la politique d'accès à Internet, c'est-à-dire tous les PC doivent avoir l'accès à Internet. Comme aussi nous allons maintenant tester notre service DHCP, est-ce qu'il fonctionne normalement ou pas. Et donc, pour tester notre service DHCP, nous allons venir auprès de notre machine client qui est Windows, le VM Windows que nous avons mis en place. Donc, on va venir ici, on va essayer de tester. Donc, pour tester, pour voir est-ce qu'il a eu l'adresse IP. Voici, il a eu l'adresse IP. Sans problème. On avait dit que notre interface va commencer à partir de 2 parce que vous voyez ici il va commencer à partir de 2, donc il a bien eu l'adresse IP, c'est normal. Donc on va essayer de voir est-ce qu'il a eu le DNS. Donc il va en fait avoir tous les paramètres nécessaires que nous avons configurés ici. Nous allons essayer de voici, il avait eu son adresse IP sans problème, le gateway, l'adresse IP du serveur, il avait eu, voici aussi une adresse DNS, il avait eu sans problème. Maintenant, nous avons essayé de vérifier la partie monitoring pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de notre FortiGate. Au niveau de notre FortiGate, il est tellement important de venir sur la partie monitoring. Pour la partie monitoring, nous allons voir la partie routing, les différentes configurations que nous avons fait. Voici, nous avons fait des statistiques qui normalement, ça c'est comme le table de routage, c'est une façon de superviser les tables de routage avec la partie monitoring. Voici les statistiques que nous avons mis, mais c'est la partie qui sont directement connectées. Ici, dans son cas, distance et distance. Maintenant, nous allons voir la partie monitoring. Vous voyez très bien notre réseau local hors D, c'est-à-dire le PC Windows qui a appelé l'adresse D qui appartient au réseau local à partir de port D, ça c'est son adresse MAC, ça c'est son adresse IP, et ça c'est l'information concernant le PC. Donc notre
service DHCP fonctionne exactement. Et ici, par exemple, dans les cas de politique de sécurité, lorsque vous voulez, par exemple, mettre une politique de sécurité pour, par exemple, le PC n'a pas accès à l'internet, donc il est facile. Donc il suffit de venir ici, par exemple, vous allez dire rédiger. Au lieu de mettre la partie ici accepte, il faut dire deny, donc les PC n'auront pas l'accès à l'internet, c'est facile comme ça. Et si vous pouvez apprendre, il faut learn et il va laisser des traces au fichier de configuration. Maintenant, nous allons aussi voir d'autres informations. Lorsque vous voulez ici, on va voir la topologie. Voici la topologie comme je vous ai dit l'autre fois. Lorsque vous faites la configuration et vous voulez voir la topologie, ici là c'est la topologie, c'est-à-dire quoi? Un outil FortiGate qui est connecté à un PC. C'est-à-dire ici vous faites nous allons organiser ce trafic. Nous allons essayer de ici, c'est-à-dire un outil FortiGate qui est connecté. Voici l'architecture qui est en train de downloader. Ça va prendre un peu de temps pour que ça vienne. Ensuite, nous allons essayer de vous montrer à quoi ressemble notre architecture. Nous allons venir par exemple sur l'architecture. C'est l'architecture. Voici, comme je vous ai dit, on voit à quoi ressemble notre architecture physique. L'architecture physique, comme vous le voyez exactement ici, on a un outil FortiGate et qui est connecté à un PC, il joue le rôle d'un routeur et qui lui permettra de donner l'adresse IP. Voici les différents paramètres de notre machine, son adresse, l'interface, son système d'exploitation, topologie et la bande passante, les différents paquets qu'il a ici. Donc c'est un outil par excellence. Vous pouvez venir à la partie topologie logique pour voir la topologie physique, pour voir toute la topologie physique de votre réseau, quels sont les différents équipements qui sont interconnectés. Donc nous allons venir à la topologie. La partie topologie logique, voici la topologie logique, il est tellement clair. La topologie logique veut dire quoi? Ici, nous avons un outil FortiGate, c'est-à-dire ici, on a une interface D. Il a, l'outil FortiGate a des interfaces, une interface port D que nous avons du réseau local et notre interface qui est one. Voici, lorsque nous essayons de mettre notre souris sur le port, ça va donner les différentes interfaces, le port, en même temps le taux et le mode, c'est-à-dire helpless ou duplex, et voici les différentes informations sur le PC. Il est aussi important lorsque vous voulez ajouter par exemple des VLAN, donc lorsque vous voulez ajouter des VLAN par exemple pour faire un découpage logique, vous allez venir sur l'interface, vous allez choisir l'interface dans laquelle vous voulez ajouter des VLAN. Donc il faut venir sur l'interface. Il faut venir ici, par exemple, vous allez dire interface, ensuite vous allez voir, lorsque vous allez donner le nom des interfaces, vous allez donner le port. Ici, par exemple, on va choisir l'un de ces ports, par exemple le port 3 que nous voulons, nous allons donner le nom, nous allons donner l'ID, nous allons donner l'adresse IP. Ici, par exemple, nous allons dire le service, il s'agit d'un serveur, DHCP ou non. Donc c'est un outil tellement compliqué. Aujourd'hui nous avons configuré par exemple les différentes interfaces, la partie network, nous avons configuré l'interface, dernière des statiques, nous sommes partis sur la partie pola ici. Nous avons mis une politique qui permet aux différents périphériques d'accès à l'internet. Et il faut qu'on vienne ici, vous allez tester lorsque ces PC doivent avoir l'accès à l'internet. Par exemple, si nous faisons notre FSG, notre faculté, donc nous allons essayer de connecter. Voici ces périphériques avec l'accès à l'internet sans problème. Donc vous allez pinguer, ça va bien marcher. Ces périphériques avec l'accès à l'internet sans problème. Nous allons encore essayer. Bon, vous le voyez. Vous le voyez, ces périphériques avec accès à l'internet. Donc ce PC peut naviguer sans problème à l'internet, donc notre politique de sécurité a été respectée sans problème. Donc ça c'est la partie des VLAN. Lorsqu'on veut mettre des VLAN, ici on ne veut pas mettre des VLAN. En même temps nous avons essayé de voir la partie monitoring, c'est tellement important pour un administrateur.
Alors maintenant nous avons mis en place DHCP, nous pouvons aussi superviser DHCP. Et aussi nous sommes partis à la partie topologie pour voir les différentes topologies. Et aujourd'hui nous avons essayé de voir ces différentes parties et nous avons essayé de faire les différentes configurations afin de comprendre l'outil FortiGate. Il faut savoir que l'outil FortiGate a plusieurs fonctionnalités. On met les services selon notre besoin. Il existe aussi une autre partie que nous allons voir comment un utilisateur peut se connecter. On va créer des utilisateurs en même temps. Ces utilisateurs doivent, en fait, on va configurer la partie porte-carte. La partie FortiCap c'est tellement importante. Il faut créer des utilisateurs et dire à ces utilisateurs qui vont se connecter. Donc aujourd'hui nous avons mis en place la partie, nous avons fait une configuration sur la partie network et nous avons fait aussi la configuration sur la partie pôle IC. Nous sommes partis vérifier sur Fabric Strict les architectures physiques et logiques. Nous sommes venus sur la partie monitoring pour voir les différentes informations, pour vérifier le protocole DHCP. J'espère que vous avez compris quelque chose. C'est-à-dire de sauvegarde et configuration des parties des captive ports. Nous allons maintenant voir la partie backup, c'est-à-dire de sauvegarder juste pour la sécurité en cas de panne de l'outil. Nous allons venir sur la partie admin que vous voyez pour faire des sauvegardes. Ensuite, nous allons partir de la partie configuration et pour faire backup, il faut venir la partie backup. Pour faire le backup, il faut venir. Voilà que nous allons faire. Nous avons besoin de faire un backup en local ou un backup dans un disque dur parce que nous avons besoin de crypter, c'est-à-dire de donner le mot de passe et en même temps donner le mot de passe et en même temps essayer de confirmer. Mais dans notre cas, nous avons besoin de faire un backup. C'est simple pour vous montrer, mais alors il est tellement important de faire un backup. Le mot de passe, par exemple, nous allons mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4. Il faut mettre un mot de passe compliqué, nous allons faire. Et nous allons essayer de faire un backup local. Nous allons essayer de cliquer. Donc vous voyez, nous allons télécharger directement notre fichier. Ce fichier a été enregistré. Voici, nous avons téléchargé. En même temps, après avoir encadré quelque chose, votre outil est tombé en panne, vous allez venir ici, configuration restore par exemple. Vous allez chercher dans restore, vous allez uploader votre fichier. En même temps, vous allez mettre le mot de passe qu'on avait choisi. Ensuite, essayez de démarrer. Cette partie est tellement importante pour utiliser le backup. Juste pour la notion de sécurité en cas où votre outil FortiGate tombe en panne. Donc ici, vous allez uploader. Pour uploader, il va venir chercher votre fichier. Vous allez mettre votre fichier en même temps. S'il a un mot de passe, vous allez mettre. S'il n'a pas un mot de passe, vous allez essayer de l'uploader. Après avoir uploadé, vous allez le redémarrer. C'est tellement important. Et lorsque vous redémarrez, une configuration sera appliquée. L'autre partie, nous allons voir maintenant comment faire la configuration des captive portables. Ceci permet aux différents utilisateurs ou des employés de l'entreprise ou d'une institution quelconque de se connecter en s'authentifiant et cela augmente la sécurité en cas d'une attaque interne pour savoir de quel PC et quel utilisateur a fait cette attaque, de quel PC et de quel utilisateur parvient cette attaque pour faire la configuration des parties. Il faut créer des utilisateurs pour faire la configuration des captifs portables. Il faut créer des utilisateurs, ensuite appartenir à un groupe, ensuite appartenir à un groupe. Dans notre cas, nous allons venir la partie utilisateur, nous allons créer par exemple un groupe. D'abord, nous allons venir sur la partie groupe, nous allons créer un groupe, nous allons dire CP groupe par exemple, CP FSG par exemple. Nous allons créer ce groupe et nous allons dire ok, nous avons créé ce groupe. Voici ce groupe, personne n'appartient, ce groupe appartient au parfait. Nous allons venir maintenant créer la partie utilisateur. Nous allons essayer de créer des utilisateurs. Voici le premier utilisateur que je vais nommer Mahamat. Et je vais essayer de mettre chaque utilisateur un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe simple, électrocat. Je vais partir. Ensuite, je vais essayer d'appartenir mon utilisateur à un groupe, tel que le groupe que je viens de créer. Voici FSG. Je vais ajouter et ensuite
je vais fermer et je vais faire submit pour que mon utilisateur soit pris en compte. Je vais mettre à jour. Je vais encore créer notre utilisateur. Juste pour créer un utilisateur, nous allons partir next. Je vais créer Manel. Je vais en même temps ajouter le mot de passe. Je vais faire encore. Je vais partir next. Je vais faire partir ces utilisateurs Manel Google PCFC. Je vais dire submit. Je vais enregistrer aussi. Nous avons créé des utilisateurs. Nous allons faire partir au groupe. Maintenant, pour activer notre portail captif, nous allons venir sur la partie network. Ensuite, nous allons passer sur l'interface. Nous allons venir sur cette interface D. Nous allons dire éditer l'interface D. Nous allons venir sur la partie, c'est ici, contrôle d'admission, admission contrôle. Nous allons essayer de dire c'est parti, essayer de dire captif portail. En même temps, nous allons dire restrict et nous allons faire appartenir à ces groupes. Nous avons des groupes. Nous avons groupe CP, FSG. Nous avons créé. Nous allons faire appartenir à ces groupes et nous allons maintenant appliquer. Ok. Après avoir appliqué ce groupe, nous allons venir maintenant à une partie importante pour nous allons essayer de faire fonctionner cette politique de sécurité, la politique de parfait, j'ai dit. Donc nous allons venir sur la partie FortiGate en ligne de commande. Nous allons venir essayer de s'authentifier en même temps. Après avoir s'authentifié, maintenant nous allons faire les configurations nécessaires comme le système. Il s'agit de politique de parfait, donc voilà ici. Maintenant nous allons dire edit sur l'interface 1 et ensuite nous allons editer ici. Nous allons dire de activer. Ensuite nous allons sortir de notre interface. Maintenant nous allons venir tester notre utilisateur que nous avons créé. Pour tester, nous allons venir, par exemple, les utilisateurs de l'entreprise, nous allons venir sur notre PC Windows. Nous allons essayer de tester. Il est tellement très important. Par exemple, si un utilisateur essaie de se connecter à un site quelconque, il va s'authentifier auprès de l'utilisateur. Nous allons essayer de vérifier ce qu'est notre configuration port type. Pour vérifier, nous allons essayer, par exemple, de se connecter sur www.pbc.com. Voici, par exemple, lorsqu'un utilisateur essaie de se connecter dans notre réseau, il va lui demander, après avoir se connecté, il ne va pas lui donner l'accès directement à l'Internet, il va lui demander, par exemple, les utilisateurs qu'il est avec son mot de passe. Dans notre cas, nous avons créé Mohamed, par exemple. Je vais essayer de mettre mon nom. En même temps, essayer de mettre un mot de passe que j'avais créé. J'avais mis 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais dire continuer. Ainsi, lorsque je dis continuer, il me dit est-ce que je dois accepter les politiques de sécurité, les politiques de parfait. Je vais dire oui, je dois accepter les politiques de parfait. Ensuite, il me donne directement l'accès à l'internet. Et ceci est tellement important. Voici maintenant, je peux me connecter comme authentifiant. Et c'est tellement important lorsque quelque chose passe, une attaque passe interne ou en externe. Nous allons venir maintenant pour savoir ce qui s'est passé exactement. Nous allons venir sur la partie monitoring. Après, c'est la partie monitoring, nous allons venir sur la partie des utilisateurs pour savoir voici des informations. Utilisateur Mohamed qui s'est connecté, par exemple, il appartient au groupe CP, il vient de se connecter avec son adresse. On sait que quel PC, on sait que quel utilisateur s'est connecté. Maintenant, je vais essayer, par exemple, de désidentifier. Par exemple, je vais sortir, je vais effacer, je vais essayer de me connecter avec un autre utilisateur que vous allez voir. Maintenant, je vais venir sur mon Windows, je vais sortir. Je vais essayer
Il va toujours me demander, je vais essayer de me connecter avec mon utilisateur Manal cette fois-ci. Par exemple, je vais taper le mot de passe. Voici, il va demander à tous les utilisateurs le même truc. Elle va dire, elle va accepter la politique, sinon on n'aura pas l'accès à la connexion. Donc, en même temps, lorsqu'on part chez notre outil FortiGate, nous allons essayer de réfléchir. Lorsqu'on essaie de réfléchir, vous voyez, Manal vient de se connecter et il appartient à ce groupe 13 secondes de baisser une adresse. Donc, ce qui permet tellement d'augmenter la sécurité et savoir qui est connecté sur quel PC. Et nous allons faire cette technique. Bon, nous allons aussi mettre cette technique dans notre architecture que nous avons configurée, l'architecture de notre faculté. Maintenant, j'espère aujourd'hui nous avons fait deux configurations importantes. Comment faire le backup en notion de sécurité, c'est tellement important. Et nous avons aussi des parties créer des utilisateurs. Maintenant, nous avons créé des utilisateurs Mohamed et Manal. Nous avons essayé de créer un utilisateur FSG qui appartient au groupe parfait. Nous sommes ensuite venus sur la partie network. Nous essayons de venir sur l'interface. Nous avons édité l'interface et ensuite nous sommes venus sur la partie Capti Port. Nous sommes venus sur la partie Capti Portal, ce que nous avons configuré. Nous avons ici local et nous avons fait restricter au groupe qui appartient à ce groupe. Ensuite, lorsque ceci permettra, et en même temps nous sommes venus sur la partie monitoring pour vérifier la partie utilisateur de parfait, pour savoir qui s'est connecté et qu'est-ce qu'il a fait exactement. Et c'est tellement important. Et c'est ainsi que s'achève notre vidéo. J'espère que ces points il faut les mettre lorsque vous voulez mettre cet outil, c'est tellement important. J'espère que vous avez compris quelque chose. Merci pour votre attention. À très prochainement pour une autre vidéo.